Bon, alors du coup, mon travail à moi, ça porte sur Endocan. Alors, Endocan, qu'est-ce que c'est? Bon, très simplement, c'est une molécule qui est sécrétée chez l'être humain, notamment. Et bon, on a plein de données qui nous disent que Endocan, c'est une molécule qui serait anti-inflammatoire, et notamment anti-inflammatoire pulmonaire, parce que c'est sécrété par l'endothélium pulmonaire. Donc ça, on le montre bien, nous expérimentalement au laboratoire, des souris, on leur instille de l'endotoxine bactérienne, du LPS, dans la trachée. On les met dans un équivalent de SDRA, de ce que serait un SDRA chez l'humain. Et en fait, on se rend compte que ces souris, eh bien, si on les traite avec de l'endocan injecté par voie systémique, eh bien, on a une diminution en fait, de toutes les caractéristiques du SDRA. Bon, c'est assez basique. Et ça, c'est l'approche un peu expérimentale animale. Alors, Endocan, du coup, en clinique, c'est hyper intéressant parce que on s'est rendu compte que c'est une molécule qui est sécrétée à des taux très élevés, notamment chez les patients qui font des grosses inflammations systémiques, donc telles qu'on peut en rencontrer dans le choc septique, notamment. Et on a en fait remarqué un jour que parmi les patients en choc septique, donc qui sont censés avoir tous des taux d'Endocan très élevés, eh bien, quelques patients se comportent un peu différemment, alors pour des raisons qu'on n'a pas totalement élucidées, parce que ce sont des patients qui ont des taux bas d'Endocan, alors qu'il serait attendu que ces taux soient très élevés, puisque c'est des gens qui sont en choc septique. Alors ça, c'est quelque chose qui a interpellé, et donc on a regardé s'il y avait des choses particulières qui se passaient chez ces gens-là. Et en fait, ça, c'est une étude qui a été publiée, alors il y a eu plusieurs travaux, et donc notamment une étude en 2015 dans le choc septique, dans la revue Cytokine, par une équipe lilloise ici, qui a montré que ces patients qui ont un taux peu élevé d'Endocan de manière paradoxale dans le choc septique, eh bien, ce sont des patients qui vont développer une défaillance respiratoire. Donc du coup, là, nous, on a réalisé une seconde étude sur une cohorte indépendante, ici en réanimation au CHR de Lille. Et donc, on a inclus une population de patients en choc septique. Et en fait, on confirme les résultats de la première étude où on retrouve que les patients qui ont des taux élevés d'Endocan dans le choc septique, ils sont protégés de la survenue, en l'occurrence d'un SDRA. Et donc, on a bien l'effet anti-inflammatoire de la molécule qui s'exerce. Et en fait, à contrario, eh bien, des patients qui ont un taux paradoxalement bas d'Endocan, eh bien, on observe que ce sont en deçà d'un certain seuil, eh bien, ils évoluent systématiquement vers le SDRA dans les 72 heures. Alors, ça, c'est quelque chose, nous, qui nous intéresse énormément. Parce que on se dit qu'il y a probablement des choses qui sont à tirer eh bien, du taux d'Endocan dosé chez les patients qui arrivent en réanimation pour un choc septique. Et puisque cette molécule nous permettrait de prédire les patients qui vont évoluer de manière quasi certaine vers un SDRA, eh bien, on se dit qu'on ne va peut-être pas rester en fait, les bras croisés devant ces patients-là, mais que les thérapeutiques du SDRA qu'on met en place de manière habituellement en fait, tardive, c'est-à-dire qu'une fois que l'inflammation pulmonaire est constituée, eh bien, peut-être qu'il pourrait avoir un intérêt à les mettre en place plus précocement, d'emblée, c'est-à-dire au moment où le patient n'a pas encore fait son SDRA, mais où on sait qu'il a un risque extrêmement élevé de le faire puisque le taux d'Endocan est peu élevé. Donc, pour étayer cette hypothèse, on est en train actuellement de mettre en place un projet d'étude qui est une étude interventionnelle, où la stratégie, c'est de doser de l'Endocan chez les patients qui arrivent en réanimation pour choc septique, et de dire que, eh bien, on va orienter la prise en charge en fonction du taux d'Endocan. Ça, c'est dans le bras interventionnel. Globalement, si les patients ont des taux d'Endocan élevés, on fait une prise en charge habituelle. Et s'ils ont des taux d'Endocan qui sont bas, eh bien, dans ce cas-là, on se dit qu'on va faire une prise en charge qui va être adaptée. Donc, en l'occurrence, nous, la stratégie qu'on a choisie, dans le cadre de cette étude, eh bien, c'est d'adapter la stratégie de remplissage vasculaire. Et en fait, on va comparer
ce qui se passe, le devenir, notamment le devenir respiratoire de ces patients chez qui on utilise le taux d'Andocan pour guider la prise en charge très initialement, à un deuxième bras qui est un bras contrôle de patients chez qui eh bien là, on fait une prise en charge tout à fait standard qui est non protocolée. Et donc le but, c'est de montrer que la prise en charge guidée par Andocan diminue le nombre de jours avec ventilation mécanique pour les patients concernés. Donc après, on n'est pas strictement cantonné dans ce biomarqueur-là, Andocan. En fait, probablement que là, nous, on a découvert que Andocan apportait une information qui était intéressante. Et donc, on va explorer un petit peu ce champ-là. Mais il n'est pas du tout impossible qu'en réalité, ce soit un biomarqueur, Andocan, qui soit à utilisé de manière intégrée avec d'autres biomarqueurs qui nous renseigneraient sur le devenir à court ou à moyen terme des patients de réanimation. Et en fait, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Alors, notamment, il y avait l'étude FACT en fait, qui datait de 2006, de l'RDS Network, qui s'était posé la question de la stratégie de remplissage, de l'impact de la stratégie de remplissage vasculaire sur l'évolution des patients en SDRA. Et en fait, cette étude, elle a été reprise rétrospectivement avec des dosages notamment d'un certain nombre de biomarqueurs, donc de TNF-alpha, un certain nombre d'interleukines. Enfin voilà, il y a pas mal de paramètres qui ont été regardés. Et en fait, on s'est rendu compte que il y avait des associations qui étaient informatives parce qu'en fait, elles décrivent un phénotype particulier de patient qui est à risque d'inflammation extrêmement élevé ou au contraire un profil de patient qui lui est à risque faible d'aggraver son inflammation, d'évoluer vers une grosse inflammation. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de la question d'Andocan seul, l'avenir, je pense, moi, et j'en suis assez convaincu de la médecine, eh bien, c'est un petit peu de réussir à connaître tous les éléments du puzzle. En fait, le patient qu'on a devant nous, c'est un patient qui a un phénotype donné. Actuellement, on essaye de décrypter ce patient avec des yeux de myope. Et on a du coup une appréciation, je pense, qui est assez grossière des caractéristiques du patient. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant dans tout ce travail sur lequel moi j'ai eu la chance de me pencher, eh bien en fait, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne maîtrise pas bien et qui sont probablement informatives sur les patients et que si on vient coupler ces examens biologiques, ces biomarqueurs, ça nous permettra peut-être de mieux connaître tous les éléments du puzzle et de connaître un petit peu la cartographie du patient de manière plus précise. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est totalement dans l'air du temps, c'est la médecine personnalisée. Il y a des personnes qui sont complètement appropriées ce sujet, c'est les oncologues, puisque là, ils ont même, en fait, eux, complètement découvert des pathologies pour lesquelles on avait un lien direct entre une mutation génétique et une réponse thérapeutique. Et de la mesure où ça a fonctionné en oncologie, il n'est pas interdit de penser que ça puisse s'appliquer à d'autres champs de la médecine. Et personnellement, je suis convaincu que ça peut tout à fait s'appliquer à la réanimation. En tout cas, pour moi, ça fait partie des choses qui constituent l'avenir de la réanimation. Moi, mon travail, je l'effectue à deux endroits principalement. En clinique, c'est essentiellement au sein du pôle de réanimation du CHRU de Lille, mais j'ai également eu la chance de collaborer pas mal avec la clinique d'anesthésie et réanimation du CHRU. Sur le plan fondamental, moi je travaille à l'Institut Pasteur de Lille dans l'équipe d'immunité pulmonaire. Pour ce travail, je suis encadré par le docteur Philippe Lassalle, le docteur Nathalie Defrétasquer et le professeur Daniel Mathieu.